manquait son podcast à l'action publique. L'État se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir. Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique. La communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut national du service public le lancement de SOFIA. Immersif, tourné vers une administration de terrain, SOFIA, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. SOFIA, c'est le podcast qui ouvre la boîte noire de l'État. Je pense que travailler sur sa marque employeur et sur son attractivité, que vous soyez l'éducation nationale, le CNRS, tel opérateur de transport, c'est toujours important parce que quand vous travaillez sur votre promesse, ça rétroagit aussi sur vos équipes. En avril 2021, dans le sillage de la suppression de l'ENA, le président de la République annonce la fin des grands corps. Les institutions visées sont représentatives d'une élite administrative. Les corps d'inspection, comme l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et l'IGF, l'Inspection générale des finances, sont réputés attirer chaque année les étudiants les plus brillants. Les fonctionnaires issus de ces grands corps irriguent ensuite toute l'administration et occupent des postes à très grande responsabilité. Depuis plus de 70 ans, et même 2 siècles pour l'IGF, leurs membres pilotent l'action publique et sa transformation. Ils font parfois des allers-retours dans le secteur privé. Ils conseillent au plus près les ministres et présidents de la République jusqu'à le devenir eux-mêmes, à l'instar d'Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing avant lui. Mais alors, que signifie cette suppression des grands corps ? Quel est l'impact de la réforme de la haute fonction publique sur leur fonctionnement ? Comment leurs missions vont-elles évoluer et quelle sera leur contribution à l'avenir face aux grandes transitions écologiques, numériques et managériales ? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Catherine Sueur. Catherine Sueur est une touche-à-tout au parcours déjà riche qui l'a amenée à assumer des responsabilités au sein de structures prestigieuses telles que le Musée du Louvre, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris ou bien encore les grands médias que sont Le Monde, Radio France et Télérama. Avant ces expériences, Madame Sueur a débuté sa carrière au sein de l'Inspection générale des finances et c'est aujourd'hui en qualité de chef de ce service que nous la recevons. Bonjour Catherine Sueur. Bonjour. Bonjour. Comme nous l'évoquions à l'instant, vous dirigez l'IGF, un service entouré d'un mythe, alimenté par sa sélectivité extrême, la qualité reconnue de ses travaux et les parcours brillants de nombre de ses membres en politique, dans les médias, dans les grandes banques et les grandes entreprises. Un service qui suscite même des fantasmes. Alors Catherine Sueur, qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'une caste ? D'abord, je ne suis pas à la tête d'une caste, je suis à la tête d'un service qui est le service de l'Inspection générale des finances, dont je suis également chef du corps de l'Inspection générale des finances. Moi, j'étais très heureuse quand on m'a proposé la responsabilité de devenir chef du service de l'Inspection générale des finances pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un service extrêmement important, je pense, et très utile pour toutes les politiques publiques, puisque notre mission, c'est quand le gouvernement, la Première ministre, le ministre de l'économie se pose une question sur telle ou telle politique publique et qu'il a besoin d'avoir une réponse en 2-3 mois, rapidement, j'espère. Il sollicite l'Inspection générale des finances et donc on a une véritable compétence d'analyse, d'évaluation, de contrôle des différentes politiques publiques. Et puis la deuxième, vous l'avez dit dans votre introduction, la deuxième raison pour laquelle j'étais très heureuse de diriger l'Inspection générale des finances, c'est que c'est un service tout à fait particulier. Je pense dans une entreprise, on parlerait d'un service de haut potentiel et qu'effectivement, au moment où on réfléchit à l'organisation, au fonctionnement de la haute fonction publique, j'étais particulièrement heureuse de venir à ce moment-là de l'histoire de l'Inspection générale des finances pour perpétuer quand même quelque chose de très précieux, qui est comment on repère des talents dans la haute fonction publique et comment on les recrute et on les forme pour devenir des inspectrices et des inspecteurs des finances. Alors, vous arrivez à un moment particulier de l'histoire de cette inspection. L'IGF est au cœur de la réforme de la haute fonction publique. Comme l'ENA, comme les autres corps d'inspection, la suppression du corps a été annoncée. Et pourtant, l'IGF est toujours là, en réalité, en tant que service. Oui, ça impose de faire une petite distinction pour que les gens comprennent bien
ce qu'on désigne par Le service de l'inspection générale des finances, c'est des inspectrices des finances, des inspecteurs des finances, des inspectrices et des inspecteurs généraux, c'est des data scientists, c'est un pôle audit, c'est un ensemble, c'est un collectif d'à peu près 150 personnes aujourd'hui qui, comme je vous le disais, mènent des missions pour le gouvernement, pour évaluer les politiques publiques, pour proposer des solutions, pour avoir par rapport aux administrations un regard un peu différent. Donc le service de l'inspection générale des finances, comme le service de l'inspection générale des affaires sociales ou l'inspection générale de l'administration, ne sont absolument pas supprimés. Et je pense qu'il y a absolument besoin, s'agissant de l'inspection générale des finances, à la fois de services, et d'ailleurs les polémiques, on y reviendra peut-être, sur les cabinets de conseil l'ont montré, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'avoir des équipes qui sont en capacité de conseiller le gouvernement sur tel et tel sujet, d'approfondir tel autre. Donc les services ne sont absolument pas supprimés. Et finalement, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, les corps ont été mis en extinction et que du coup, et au-delà d'ailleurs de la suppression des corps, la question de la réforme de la haute fonction publique, c'est pas celle-là. La question de la réforme de la haute fonction publique, et ce qu'a voulu et annoncé le président de la République, c'est finalement deux choses. C'est-à-dire il faut améliorer et accroître la diversité des recrutements pour les cadres supérieurs de l'État, d'une part, et d'autre part, travailler sur la mobilité et les carrières des hauts fonctionnaires. Et du coup, à cet égard, moi, je recrute effectivement avant. D'ailleurs, ça fait partie des fantasmes sur l'inspection générale des finances. On imagine qu'on n'avait que des élèves en sortie d'ENA, parmi les premiers, etc. C'est pas vrai. Si je prends l'effectif junior de l'inspection générale des finances, c'était à peu près moitié d'anciens élèves de l'ENA, et puis des élèves issus des inspectrices et inspecteurs issus du tour extérieur, des hauts fonctionnaires qui venaient faire leur mobilité, des data scientists. Enfin, il y avait toujours eu cette tradition à l'inspection générale des finances de diversité des profils. Et du coup, je continue à travailler sur cela et de recruter régulièrement des inspectrices et des inspecteurs des finances parmi les plus hauts potentiels de l'administration. Vous recrutez peut-être désormais au sein d'un vivier plus large, qui va y compris vers le recrutement d'agents contractuels, d'agents issus du secteur privé. Vous-même, vous avez un parcours fait d'aller-retour dans le secteur privé, notamment dans le secteur de la presse. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cette mobilité vous a apporté et ce qu'il faut peut-être en attendre si on l'encourage de manière à décloisonner l'administration? Moi, parfois, je dis, et c'est un peu une boutade, mais que les allers-retours public-privé, il y a beaucoup de gens qui en parlent et il y en a quand même un peu moins qui en font, en vrai. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs. La première raison de la difficulté des allers-retours public-privé, c'est principalement les règles de déontologie qui désormais s'appliquent, et c'est très bien qu'il y ait toutes ces règles qui s'appliquent et qui ne permettent pas d'être dans une administration et de contrôler un secteur, puis d'y travailler dans le secteur privé, etc. Moi, j'ai eu l'opportunité, effectivement, de rejoindre un groupe de presse en 2011. Et avant de rejoindre un groupe privé, c'était plutôt une aventure managériale, une entreprise qui était le groupe Le Monde, dans le cas d'espèce, après avoir été recapitalisée par Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger. C'était un moment de l'histoire du groupe Le Monde où je trouvais qu'il y avait quelque chose de tout à fait passionnant à faire. Donc j'ai plutôt voulu rejoindre une institution qui était en pleine mutation que le secteur privé. Après, je renie absolument pas avoir travaillé dans le secteur privé. J'y ai appris énormément de choses. C'est effectivement précieux d'avoir des doubles regards. D'abord pour bien comprendre comment fonctionnent les entreprises, pour bien comprendre aussi, après, quand on est de l'autre côté, quand on revient dans un ministère, notamment comme le ministère de l'économie et des finances, pour comprendre le logiciel des chefs d'entreprise. C'est important d'y avoir été. Et puis, c'est une autre façon de fonctionner que l'administration, très certainement. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Lisez Le Monde, d'ailleurs. Abonnez-vous. Est-ce qu'il existe un logiciel de service public dans la mesure où on a l'impression d'observer une pénétration des méthodes du privé dans l'administration? Est-ce qu'il y a des compétences qu'on trouve dans le public qu'on ne trouve pas dans le privé? Et fondamentalement, vous qui avez dirigé dans les deux secteurs, qu'est-ce qui différencie encore un manager privé d'un manager public? Alors c'est très très différent quand même. Enfin, je pense que, il y a quand même des finalités qui sont extrêmement différentes. Et ça, c'est quand même... c'est-à-dire que quand vous travaillez dans l'administration, vous travaillez sur une politique publique, votre objectif, c'est quand même l'intérêt général. Vous n'êtes jamais préoccupé quand même par la trésorerie. J'ai probablement été très marquée par le fait que moi, j'ai travaillé dans des entreprises pendant la crise Covid. Et pendant la crise Covid, la question qu'on se posait quand on dirigeait une entreprise, c'est est-ce que finalement, compte tenu de cette crise économique majeure, moi, le marché de la publicité s'était effondré, on ne vendait plus rien en kiosque,
est-ce que j'allais payer mes salariés quand même ? Et est-ce qu'on devait mettre en place un prêt garanti par l'État, etc. Ça, quand vous travaillez dans l'administration, cette logique finalement économique qui est quotidienne pour un chef d'entreprise qui a en tête non seulement évidemment son compte de résultat, mais également la vie de son entreprise, c'est quelque chose qui est très très différent dans l'administration où finalement vous gérez une politique publique et vous vous posez quand même toujours la question de est-ce que vous utilisez les bons outils ? Est-ce que finalement les objectifs finaux que vous recherchez en matière de politique éducative, de recherche, de logement, de transport, que sais-je, sont adaptés. Donc, les finalités sont différentes. Ça, c'est une première différence. Les méthodes le sont également parce que quand vous travaillez dans le public, il y a quand même beaucoup plus de contraintes quand même sur la gestion de l'argent public, sur la réglementation. Si vous voulez, quand vous êtes dans une entreprise et que vous décidez d'augmenter votre prix ou une chose comme ça, bon ben voilà, vous le faites. Le cas échéant, vous passez dans votre conseil d'administration, etc. Dans le public, vous avez quand même, si vous devez modifier une loi, un décret pour changer une politique publique, c'est quand même... moins souple. C'est moins souple et c'est aussi probablement rassurant, puisque c'est normal que la représentation nationale se positionne sur tel ou tel sujet. Et après, dans les compétences managériales, enfin, donc je pense que la finalité est différente, les outils sont différents entre un compte de résultat et puis modifier une loi. Et après, dans les compétences managériales, effectivement, je pense que c'est peut-être là qu'il y a peut-être plus de ressemblances et qu'on essaie quand même tous de progresser quand même dans le management, dans cette époque quand même où on essaie de concilier la vie privée, la vie professionnelle, où on essaie de faire grandir ces équipes, qu'elles soient des salariés ou des agents publics finalement. Et pour continuer sur cette comparaison un peu public-privé, vous l'évoquiez juste avant, le rôle des cabinets de conseil donc dans les services publics, leur amélioration, leur conception aussi, leur évaluation. Comment ça s'articule avec un service comme l'inspection générale des finances on peut comprendre qu'il y a une incompréhension parfois de voir les deux sur des thématiques très proches, alors même que le rapport qualité-prix des cabinets de conseil est parfois discuté. Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces acteurs et est-ce que c'est plus possible d'internaliser les missions qu'ils assurent ? Je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, etc., mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on essaie de regarder l'avenir et pas parler sur ce qui s'est passé auparavant, aujourd'hui, il y a une circulaire du Premier ministre qui a vraiment encadré le recours au cabinet de conseil et qui dit très clairement que dans tous les ministères, avant de passer un marché avec un prestataire, il faut d'abord vérifier qu'on n'est pas capable de faire les choses en interne. Et moi, très concrètement, à Bercy, il y a un comité dans lequel un représentant de l'inspection générale des finances siège et donc on décide au cas par cas si, sur tel ou tel sujet, il vaut mieux recourir à un prestataire externe qu'internaliser. Et donc je pense qu'il y a vraiment toute une vague de réinternalisation de compétences et notamment dans les inspections générales. Moi, j'ai fait récemment un rapport qui est public sur le benchmark des services publics de l'emploi, par exemple, qui aurait pu être confié à un cabinet de conseil. Et que moi, je venais de prendre mes fonctions, j'ai vu que ce sujet montait, notamment dans la perspective de la création de fonds de travail. Donc moi, j'ai tout de suite levé le doigt en disant mais on va le faire, le benchmark sur les services publics de l'emploi. D'autant que l'inspection générale des finances l'avait déjà fait une dizaine d'années auparavant. Donc je pense qu'il faut aussi que les inspections générales, on se positionne et qu'on ait une vraie offre de services sur un conseil en stratégie qu'on est capable de faire, sur différents benchmarks et puis sur des analyses de politique publique sur lesquelles, pour le coup, les cabinets de conseil sont moins armés que nous, par ailleurs. Il y a un certain nombre de rapports que nous faisons qui seraient quand même très compliqués de confier à des acteurs privés. Et puis enfin, et surtout, en vrai, la posture est quand même pas la même. C'est-à-dire que nous, on ne sera jamais dans une logique de client-fournisseur par définition. On a une certaine indépendance qui fait qu'on se positionne quand même assez différemment. Justement, on voulait vous interroger là-dessus, sur ce statut un peu particulier, cette indépendance qui est sans doute un élément de la crédibilité, de la qualité des travaux de l'IGF, notamment parce que c'est l'un des enjeux associés à la fin du corps, puisque le corps, c'est un statut avec ses garanties et ses protections. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'institution IGF, son indépendance est mise en danger par la fin du corps, ou que des mécanismes permettent d'inscrire la relation entre l'IGF et le gouvernement et le pouvoir politique dans le cadre qui préserve à la fois... Moi, ce que je peux vous dire, c'est... en prenant mes fonctions, je me suis évidemment posé cette question-là. Et ce que je constate un an après, c'est que d'abord, on ne m'a jamais demandé d'écrire telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement institutionnel qui est le nôtre, aujourd'hui,
avec la première ministre telle qu'elle est, le ministre de l'économie tel qu'elle est. Ça n'arrive pas qu'on m'appelle en me disant il faut que tu écrives ça. C'est intégré dans le fonctionnement institutionnel que quand la première ministre me demande d'étudier un sujet, ou le ministre de l'économie, il attend du service de l'inspection générale des finances qu'on travaille en toute indépendance. Et d'ailleurs, j'avais une deuxième inquiétude quand j'ai pris mes fonctions, c'est que finalement on nous confie de moins en moins de missions. Et en fait, non. Pour le coup, j'ai été rapidement rassurée. J'ai plutôt du mal à répondre à la demande, à toutes les demandes qu'on m'adresse. Après, la deuxième chose, c'est comment on fait pour être indépendant. C'est quoi concrètement ? C'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée quand je recrute des inspectrices et des inspecteurs des finances. C'est aussi une question de méthode et de posture. C'est-à-dire que moi, je recrute des inspectrices et inspecteurs des finances et je les forme. Je les forme à un métier qui consiste à objectiver tous les constats, qui consiste à aller sur le terrain. J'étais très frappée, vous avez évoqué ça dans votre introduction en disant que vous vous intéressiez à l'administration de terrain. Moi, je considère qu'une mission d'inspection générale des finances, s'ils n'ont pas fait 4 déplacements, et souvent quand je les vois en réunion de cadrage, je leur demande où ils vont aller et je les incite toujours à faire un déplacement de plus. Donc la méthode qui est la nôtre, qui est de se dire on découpe un problème en rondelles, on essaie de tout objectiver, de rencontrer le plus d'acteurs possible, etc. Il y a un truc très bête, c'est que nous, on utilise très peu d'adverbes. On ne dit jamais souvent, particulièrement, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout l'inspection générale des finances. Et du coup, ça, la rigueur des constats et la rigueur de notre analyse est finalement la première garantie pour moi de notre indépendance. Après, il y a plein de choses qui ont été mises en place dans les textes, notamment sur le statut du chef du service, notamment, vous l'avez peut-être vu dans le décret sur l'organisation de l'inspection générale des finances, le collectif des inspecteurs généraux a souhaité que chaque année, dans le rapport annuel d'activité de l'inspection générale des finances, on puisse, le cas échéant, faire état d'atteintes à l'indépendance et les rendre publiques, ces atteintes. Et c'était assez important pour moi, parce que là aussi, c'est une discussion qu'on a eue quand j'ai pris mes fonctions. Donc il y a un comité qui s'appelle le COGEX, qui réunit l'ensemble des inspectrices générales et des inspecteurs généraux. Et on s'est quand même posé collectivement cette question de se dire, finalement, comment ce collectif de hauts fonctionnaires quand même expérimentés, quand vous devenez inspectrice générale, ça me fait un petit peu de vieux de dire ça, mais de fait, vous commencez à avoir plutôt 20 ans d'expérience quand vous êtes nommé, que ce collectif puisse, le cas échéant, dire publiquement, écoutez, là, on estime qu'il y a eu une atteinte à l'indépendance. Et puis après, effectivement... Mais la première indépendance, c'est la liberté de plume. Ce qui est aussi quelque chose de... Je vous ai parlé de méthode, et j'aurais dû aussi citer ce point-là. C'est que, comme vous le savez, tous les rapports de l'inspection générale des finances sont signés individuellement. Quand on les publie, on sait qu'un tel a publié tel et tel rapport. Donc c'est effectivement une capacité à s'engager personnellement sur des constats qu'on a faits, et vous engager personnellement parce que vous êtes sûr de ce que vous avez vu, de ce que vous avez écrit. Rapports qui ne sont pas toujours publics, à l'heure presque de la transparence. C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent sur la publicité des rapports. D'abord, je peux vous répondre avec la règle. La règle, c'est que les rapports de l'inspection générale des finances, ils sont la propriété de son commanditaire. Autrement dit, moi, si la première ministre me demande de travailler sur tel sujet, si le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique me demandent de travailler sur tel sujet, c'est à eux de décider ce qu'ils vont en faire. Donc moi, je ne décide pas de publier ou pas publier des rapports, et je trouve ça finalement assez bien. Après, la deuxième chose, c'est que c'est extrêmement important, et là aussi j'étais sensible dans votre introduction sur votre volonté d'éclairer le citoyen, d'expliquer ce que fait l'administration, et vous avez raison, c'est essentiel. Après, je ne suis pas sûre que pour éclairer le citoyen, la publication de l'intégralité des rapports de l'inspection générale des finances, qui parfois soulèvent des questions politiques publiques compliquées, et qui sont souvent, d'ailleurs, au terme de la loi sur la communicabilité des documents administratifs, souvent, c'est quand même des documents préparatoires à la décision. Et finalement, qu'un ministre ait besoin d'avoir tout un tas d'éléments pour prendre une décision, et que finalement, il puisse réfléchir sereinement aux différentes options, puis en choisir une, et la défendre, moi, je ne suis pas choquée par ça. Et je pense, par ailleurs, moi, ce que je demande toujours aux inspecteurs, c'est d'écrire comme s'ils n'étaient pas publiés. C'est-à-dire que je pense que quand on se dit qu'on va être publié, on n'écrit pas tout à fait de la même façon. Et moi, je veux vraiment qu'ils écrivent en leur âme et conscience, avec notre méthode, nos constats, notre objectivation, notre rigueur, qu'ils aient toutes les propositions qu'ils souhaitent mettre en avant.
Et puis, après, quelque part, on voit si on publie, comment on fait, est-ce qu'il y a des annexes dans lesquelles il y a du secret des affaires, etc., qu'on ne publie pas. Enfin, mais vraiment, je pense que tout publier, tout dire, je ne suis pas sûre, par ailleurs, que ce soit une bonne façon d'éclairer le citoyen. Je me souviens, il y a très très longtemps, quand je passais l'ENA, donc c'est dire, très très longtemps, il y avait un rapport du Conseil d'État sur l'inflation législative et qui disait quand la loi bavarde, le citoyen lui prête une oreille distraite. Et c'est un peu pareil. Je pense que si vous publiez tous les rapports administratifs, je suis pas sûre que les citoyens, ça les avance beaucoup en réalité. C'est effrayant la permanence de ce rapport, parce que je crois que nous aussi, quand on l'a préparé, on en parlait beaucoup. On s'interrogeait aussi sur autre chose, enfin en préparant de manière très transparente le podcast. En donnant à voir nos hésitations et nos atermoiements. On remarquait qu'il y avait peut-être une dimension un peu d'exemple à l'inspection générale des finances, ou du moins de voie à suivre dans la réforme de la haute fonction publique, notamment au regard de la promotion de la mobilité des fonctionnaires d'une part, et puis aussi de la prise en compte des grands enjeux que sont la soutenabilité des finances publiques et également la transition écologique. Il y a d'une part, effectivement, comment nous, Inspection Générale des Finances, on se situe par rapport aux grandes questions de politique publique qui sont essentielles, et comment, quand je vous dis, finalement, moi je suis là pour recruter des talents, comment je les forme et je les prépare à ces enjeux-là. Ça, c'est une première chose. Oui. Et puis après, il y a une deuxième question qui est comment finalement je recrute les gens et comment je m'inscris moi aussi dans ces objectifs de réforme de la haute fonction publique. Sur le premier point, effectivement, moi, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment deux missions. J'ai une mission qui est d'écrire des rapports et une deuxième mission qui est de former des inspectrices et des inspecteurs des finances. Et sur cette deuxième mission, comme vous le savez peut-être, quand on fait un parcours à l'inspection générale des finances, on reste 4 ans et après, moi j'incite quand même les uns et les autres à rejoindre l'administration, un établissement public, un opérateur, que sais-je, mais on n'a pas vocation à faire carrière à l'inspection générale des finances, parce que c'est formidable si vous voulez d'écrire des rapports et de dire il faudrait faire comme ci, comme ça, après c'est bien de le faire aussi. Et du coup, si je suis dans une logique de dire il faut qu'est-ce que c'est qu'une inspectrice des finances, un inspecteur des finances, c'est évidemment quelqu'un qui répond à la méthode telle que je vous l'ai expliqué, on objective tous les constats, on fait de la contradiction, on va sur place, et puis c'est aussi quelqu'un qui est conscient des grands enjeux. Alors bien sûr, historiquement il y a quand même un tropisme de l'inspection générale des finances sur la maîtrise des dépenses publiques, sur la réduction des dépenses fiscales, sur la fiscalité, etc. Et c'est normal, on est un service de contrôle aussi de dernier niveau du ministère de l'économie et des finances. Mais je trouve qu'à ces enjeux-là, c'est très très vite rajouté. Déjà, moi, il y a 20 ans, quand j'étais à la tournée, toutes les questions sociales, et on travaille énormément avec l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur toutes les problématiques relatives au système de santé, à l'hôpital, aux produits de santé. Enfin, vraiment, il y a tout un champ social qui, initialement, était quand même notre deuxième secteur d'intervention. Et en 2022, quand on a fait notre rapport d'activité, on s'est rendu compte que tous les enjeux relatifs à la transition écologique étaient arrivés en deuxième position, même devant toutes les questions sociales, emploi, formation professionnelle. Donc on a fait plein de rapports dont certains ont été publiés sur la stratégie nationale de biodiversité. Il y a un troisième enjeu, moi, ou quatrième, je ne sais plus bien où j'en suis, qui m'est cher, c'est tout ce qui relève de la transition numérique. Et récemment, on a fait aussi beaucoup de sujets. Après, la question, c'est comment on fait pour appréhender tous ces sujets-là. Moi, j'estime quand même que la plupart des gens que je recrute sont quand même déjà formés aux finances publiques. Sur la transition écologique, on a mis un certain nombre de choses en place, au-delà de la fresque du climat et de l'atelier d'automne, que honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé faire. Je les ai fait d'ailleurs ici même avec l'ensemble des directeurs d'administration centrale. Mais je vais venir régulièrement des intervenants. On accueille Marc Jancovici bientôt. Bien sûr, Jean Pisani-Ferry viendra avec Selma Mahfouz, qui est inspectrice générale des finances et qui a travaillé avec lui sur son rapport. Donc, j'essaie vraiment dans une logique de, à chaque fois que quelque chose sort sur ces grands enjeux de transition écologique, comment effectivement on peut en parler, partager. Et j'ai de la chance d'avoir quand même un certain nombre d'experts à demeure qui peut nous aider sur ces sujets. Parlons-en maintenant de ces grands défis auxquels est confrontée l'administration et plus largement la société française. Mais avant d'abord, vous avez esquissé le sujet. C'est important, à mon avis, de poser le décor, et notamment le décor financier, dans lequel
s'inscrit la réponse à ces grands défis que vous avez commencé à énumérer. L'une des missions de l'IGF, c'est le contrôle de l'utilisation des deniers publics, de la conception à la mise en œuvre des finances publiques. Comment dire, il y a un paradoxe, c'est que tout se passe comme si nous n'arrivions pas à les maîtriser. Est-ce que c'est vrai de le dire comme ça? Est-ce qu'on les finances publiques? Ouais, on a quand même on comprend quel est l'objectif de réduction, de maîtrise de la dépense, et on comprend que c'est un chantier très compliqué. Oui, c'est un chantier compliqué. Je pense qu'on est dans une situation, honnêtement, où les finances publiques sont dans une situation préoccupante, vraiment très préoccupante. Et quand on regarde nos partenaires européens, on se rend compte que le déficit de la France est plus élevé, que le ratio dette sur PIB est plus important et que par ailleurs, dans les trajectoires de retour à l'équilibre, la France est quand même les dernières de revenir. Voilà. Donc on est dans une situation assez préoccupante des finances publiques. Après, la question, c'est pourquoi on est dans cette situation-là et comment on fait. Alors on est effectivement dans cette situation-là parce qu'il y a eu un certain nombre de choix de politique économique qui ont été faits pendant le Covid et encore récemment, quand finalement on fait le choix du bouclier tarifaire et de soutenir finalement la consommation d'énergie des ménages et des entreprises, c'est aussi un choix de politique économique pour limiter l'inflation. Donc il y a quand même, on n'a pas subi une dégradation des finances publiques, on a fait des choix de politique économique qui ne m'appartiennent pas de commenter forcément, mais qui ont une certaine rationalité. Ça, c'est la première explication. Et puis après, il y a une deuxième question, c'est comment on fait pour maîtriser les dépenses publiques? D'abord, pourquoi on les maîtriserait? Et je pense quelque chose sur lequel c'est important de communiquer. En fait, on les maîtriserait parce que je pense qu'au-delà des élèves de l'INSP, la question, c'est aujourd'hui, la première dépense de l'État, c'est la charge de la dette. Et c'est peut-être un des éléments d'explication sur pourquoi on est dans cette situation-là, c'est que pendant longtemps, quand les taux étaient à zéro, quasiment, finalement, on s'est beaucoup endetté. Et peu importe, quelque part, l'argent coûtait pas cher. Aujourd'hui, quand les taux d'intérêt remontent, on est tous préoccupés de l'état de la planète qu'on va laisser à nos enfants, mais avant l'état de la planète, il y a aussi sur la situation des finances publiques et les marges de manœuvre dont dispose l'État. Est-ce qu'on est d'accord collectivement pour dire que finalement la première dépense de l'État, ça doit être rembourser la dette que les citoyens d'avant, entre guillemets, ont fait? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Après, c'est compliqué de maîtriser les dépenses publiques. Pourquoi? Parce que on est dans un pays où d'abord on analyse toujours une politique publique à la hauteur de son budget. Un bon budget, c'est un budget qui augmente. Si on annonce un plan, quel qu'il soit, on veut annoncer un budget en face. Et c'est quelque chose qui s'est accéléré par ailleurs ces dernières années, je pense, et notamment avec la crise Covid. Mais c'est quelque chose qui pose question. Vous savez qu'en termes de santé publique, la politique publique qui a eu, je pense, le plus fort impact sur la santé publique, c'est la circulaire qui a été prise dans les années 80 sur le fait que les bébés devaient dormir sur le dos et pas sur le ventre, qui a diminué par 2 ou par 3 la mort subite du nourrisson. Ce qui, je pense, en termes de santé publique, est vraiment un effet majeur. Bon, c'était une circulaire qu'on a mis dans toutes les maternités et qui a eu un grand impact. Ce que je veux dire par là, et c'est un exemple évidemment un peu extrême, mais ça là-dessus, je pense que c'est extrêmement important de communiquer largement. C'est qu'une bonne politique publique, c'est pas forcément une politique publique dont le budget augmente. Et là-dessus, on a vraiment atteint, je pense, une sorte de paroxysme en France où un ministre qui perd des arbitrages budgétaires, c'est vraiment le loser absolu. Alors même que la question, c'est pas le niveau de son budget, c'est ce qu'on veut en faire, comment on alloue les moyens, comment on pilote, comment on mène les politiques publiques. Mais est-ce que ça n'a pas à voir aussi avec la difficulté d'établir des indicateurs qui ne soient pas seulement financiers et même au-delà quantitatifs? C'est une bonne question parce que pour le coup, moi j'étais comme je vous le disais, moi j'étais à l'ENA il y a 20 ans. Et entre-temps, moi j'ai fait quand même l'essentiel de ma carrière en opérateur. Et dans l'entreprise, comme vous l'avez vu, donc j'ai quand même assez peu piloté moi-même de politique publique en administration centrale. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a 20 ans, moi, la grande affaire de l'Inspection générale des finances, c'était la mise en place de la LOLF, les projets annuels de performance. Moi, j'ai fait des missions entières pour définir les indicateurs de performance du ministère de la Justice, de l'administration pénitentiaire, etc.
Et ce pari-là de la LOLF, qui était de dire on passera plus de temps à analyser les indicateurs de résultats des politiques publiques dans les projets annuels de performance que les crédits, c'est un pari qui finalement n'a pas été tout à fait atteint. Et vous avez raison, c'est-à-dire peut-être qu'il faut faire, à l'époque c'était Didier Migaud et Lambert qui avaient fait ce rapport, peut-être qu'il faudrait en faire un autre sur comment on mesure l'efficacité des politiques publiques. C'est effectivement une question, c'est comment on arrive à avoir un débat parlementaire éclairé sur l'efficacité de la politique éducative, du politique du logement, et pas dire il y a une crise du logement, ou l'éducation ça va mal, ou Parcoursup c'est n'importe quoi. C'est toujours... Alors en plus, mon cœur d'inspecteur des finances saigne quand j'entends des constats comme ça, un peu à l'emporte-pièce, parce que la question de Parcoursup, c'est aussi la diversité des parcours, qui va où, comment on ouvre le champ, comment effectivement il n'y a pas que les sachants qui se retrouvent dans les bonnes formations, mais qu'on ouvre le jeu. Donc à cet égard-là, il y a probablement des objectifs qui ont été atteints. Donc on a beaucoup de travail devant nous. On en a besoin en plus pour assurer les grandes transitions écologiques et numériques. Oui, parce que la LOLF, donc c'était la loi organique relative aux lois de finances, cette constitution financière adoptée au début des années 2000 et qui vise à inscrire la dépense publique dans une logique de performance, avec l'idée qu'on va analyser les dépenses en fonction de leur efficacité, de leur impact sur la vie sociale. Or, la dimension écologique est un peu absente au début des années 2000 de cette analyse-là. Et pour un service comme l'IGF aujourd'hui, il y a sans doute un changement de paradigme, avec l'idée que le raisonnement, ce n'est plus comment on dépense moins et mieux, mais comment on oriente les dépenses vers la transition écologique. Oui, après, je crois que je l'ai cité tout à l'heure, c'est aussi possible de travailler sur ces sujets-là. Je recommande la lecture à tous vos éditeurs du rapport sur la stratégie nationale de biodiversité, où justement on s'est posé cette question-là. Et de se dire quelles sont aujourd'hui les dépenses publiques qui sont finalement défavorables à la biodiversité, et pour les identifier, et comment du coup on peut réorienter des dépenses publiques dans une politique plus favorable à la biodiversité. Donc, certes, ça change, mais c'est aussi juste une façon d'allouer les moyens. Enfin, après, là, vous avez raison, et le rapport de Selma Mahfouz et Jean Pisani-Ferry le rappelle, les besoins de financement sont énormes. Il y a potentiellement une injonction contradictoire. Et il y a sans doute une question un peu de bouclage macroéconomique à trouver. Mais ce que je pense, c'est que politique publique par politique publique, c'est aussi des réflexes à avoir, et aussi des positions à tenir. Si on fait le même exercice qu'on a fait sur la biodiversité, sur les dépenses fiscales par exemple, qui sont donc toutes les exonérations, crédits d'impôt et réductions d'impôt qu'il peut y avoir, on va se rendre compte effectivement qu'il y a tout un tas il y a des politiques publiques qui sont orientées dans un sens qui ne sont pas forcément très favorables à la transition écologique, si je le dis. Et vous le prenez en compte dans la revue des dépenses que vous menez actuellement ? Oui, mais après, comme je vous le disais, moi j'écris des rapports. Cet exemple des dépenses fiscales, la question des dépenses fiscales qui a beaucoup occupé le débat public, mais je pense davantage il y a 10 ans. Niche fiscale. On parlait des niches fiscales, qui sont ces dispositifs dérogatoires qui permettent en fait de ne pas, soumettre certaines catégories d'acteurs à l'impôt compte tenu de leur activité. Ou d'avoir un taux réduit. Voilà. Oui. Ça peut être un taux réduit, une réduction, etc. Oui. C'est un exemple de sujet dont s'est saisie l'inspection générale des finances, écrit dessus, et sur lequel c'est très difficile d'avancer. Parce que, comme on dit dans les couloirs de Bercy, dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie très fort. Non, mais c'est pas un sujet facile. Hein. Et honnêtement, indépendamment du rôle de l'inspection générale des finances, c'est quand vous dites à des gens, écoutez, votre taux réduit sur tel ou tel impôt, on va le doubler, c'est jamais très facile. Mais en vrai, le problème sur les dépenses fiscales comme sur les dépenses publiques, c'est celui-ci, c'est notre capacité collective à tenir de position devant telle ou telle corporation. En vrai, c'est quand même ça. Et vous dites ça, mais en tant qu'élève de l'INSP, quand on touche à vos avantages, vous serez les premiers à dire « Mais non, mais nous, élèves de l'INSP, on veut nanani, nanana ». Il y a quand même ce truc très français qui est, vous n'allez pas dire « Non, mais nous, on est élèves de l'INSP,
on va se sacrifier sur l'autel de l'intérêt général. C'est pas vrai, c'est pas ça que vous faites. Et c'est pareil pour tout un tas de... Donc c'est quelque chose qui est très, 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 très lié à notre culture française. Donc très, très dur à changer. Après, sur la maîtrise des dépenses publiques et puis sur la transition écologique, c'est aussi, je pense, une question de portage politique. On a une première ministre quand même qui est très, très allante sur les sujets. On a créé un secrétariat général à la planification écologique. On a formé tous les DAC. Enfin, il y a quand même un mouvement qui s'enclenche. Je voudrais passer maintenant à la transition numérique que vous avez évoquée tout à l'heure. Lors de vos passages dans les médias, vous avez participé à la numérisation des contenus au Monde, à Télérama, et puis aussi vous avez été impliqué dans le développement des podcasts à Radio France, et on vous remercie pour ça. Et aujourd'hui, l'administration prend le tournant de la donnée. Et évidemment, l'IGF n'est pas en reste, puisque vous avez un pôle sciences des données qui recrute des data scientists, comme vous en parliez tout à l'heure. Pouvez-vous nous éclairer sur le rôle de ces data scientists, et est-ce que demain, ChatGPT va mettre les inspecteurs des finances au chômage? Alors, peut-être le premier sujet qui est plus facile. Notre rôle, comme je vous l'ai dit, c'est très souvent de faire des constats les plus objectifs possibles et d'essayer d'éclairer la décision publique. Donc on a une équipe effectivement de data scientists, ils sont presque une quinzaine maintenant, qui est dirigée par une chef de pôle absolument remarquable. Et donc on a des données, nous, on a un centre d'accès aux données sécurisées avec des données de la DGFiP, des données de l'INSEE, et sur telle ou telle mission, on récupérera des données. Et donc ce qui est très utile, c'est d'essayer, quand on se pose une question, on a fait un rapport par exemple sur l'impact sur les loyers des résidences secondaires louées à Airbnb par exemple, c'est extrêmement utile de dire on prend toute la donnée France entière de tous les loyers, de l'impact sur le taux de vacances des logements, etc. Et vraiment d'essayer d'avoir des chiffres robustes, quantifiés, etc. On va rendre bientôt au public un rapport sur les compétences numériques de l'État par exemple. On a pu effectivement avec les fichiers RH de l'État, savoir exactement tous les data scientists, tous les informaticiens, etc. et de mesurer que finalement on avait 50 000 personnes qui travaillaient dans la filière numérique de l'État, dont 30 000 au ministère de la Défense, etc. Donc c'est quand même toujours très, 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 très précieux. Après, c'est des équipes qui sont complètement intégrées dans les missions. Hein. Donc vous pouvez avoir une mission avec un inspecteur général, une inspectrice des finances, un data scientist. Et c'est très précis. Il y avait une deuxième partie. Ah oui, ChatGPT. ChatGPT. Alors moi, je pense que ce qui se passe sur l'intelligence artificielle est une sorte d'évolution majeure. D'ailleurs, j'imagine que vous l'utilisez très régulièrement. On en a fait un point à notre séminaire annuel, une présentation, parce que moi, vraiment, je voulais que l'ensemble des équipes, data scientists, bien sûr, qui sont quand même assez familiarisés, mais aussi les inspectrices, les inspecteurs généraux, que tout le monde soit familiarisé avec cet outil. C'est compliqué pour nous de l'utiliser parce que, comme vous le savez, tout ce qu'on met sur ChatGPT, ça rentre un peu dans le domaine public et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, enfin, en tout cas nous on ne peut vraiment pas du tout se permettre de mettre les sujets sur lesquels on travaille sur ChatGPT. En revanche, moi ce que je comprends c'est que pour résumer un rapport public, pour résumer une audition vidéo publique, pour faire une macro Excel, quand on a un peu oublié, moi je l'ai utilisé récemment parce que je devais faire un tableau croisé dynamique, j'y arrivais plus. Enfin, il y a quand même des usages de ChatGPT qui sont absolument fabuleux et qui permettent de gagner du temps. Donc, moi je pense que, ça va se développer, que 2, il faut qu'on en ait un usage évidemment tout à fait maîtrisé à l'Inspection générale des finances et avec cette règle d'or de ne rien mettre qui soit pas public sur ChatGPT. Et du coup, je me dis qu'on aura toujours besoin d'inspectrices et d'inspecteurs des finances. Il faut aussi que vous soyez capable, d'évaluer, d'examiner, d'évaluer les efforts qui sont faits par les administrations que vous contrôlez en matière de déploiement d'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'administration, il y a quand même peu d'équipes qui travaillent à l'intelligence artificielle, ce qui renvoie, et si je reprends la question de Baptiste tout à l'heure, effectivement, j'ai toute ma vie professionnelle, j'ai fait de la transition numérique. Quand j'étais au musée du Louvre, on a refait le site internet. Et je me souviens, quand j'étais au musée du Louvre, c'était au moment où sortait l'iPhone et j'avais convaincu Henri Loiret, le président de l'époque, qu'on fasse une application. Il m'avait dit, vous êtes sûr, ça va servir à quoi, etc. Et alors après, comme c'est l'effet Joconde, elle avait été téléchargée des dizaines et des dizaines de millions de fois. Donc toute ma vie, moi j'ai vraiment, et si vous en avez parlé à Radio France ou au Monde, où évidemment la transition numérique était un enjeu absolument majeur, j'ai toujours essayé dans ces sujets. Je constate quand même qu'il y a beaucoup de services publics qui ont fait beaucoup sur la transition numérique.
C'est en particulièrement vrai sur tous les services accessibles aux citoyens. Ouais. On le sait sur impôts.gouv.fr, on le sait sur la CAF, on le sait sur la carte vitale. Enfin, il y a quand même eu, et là-dessus, je pense que vraiment les services publics n'ont pas à rougir de la digitalisation des services publics. Après, il y a un petit sujet sur le fonctionnement des administrations où il y a encore des choses à faire en termes de méthode. On n'est pas encore à utiliser Slack et avoir des outils collaboratifs aussi puissants qu'on peut l'avoir ailleurs, mais on va y arriver. Là, vous parliez de votre expérience au Louvre et c'est vrai que vous êtes quand même une personnalité liée à la culture de par ce passage, mais aussi le passage dans les médias, à Télérama par exemple. Et à l'heure où on parle beaucoup de l'exception culturelle française, où cette notion revient un peu sur la table, est-ce que cette exception culturelle, selon vous, est menacée par la recherche de soutenabilité des finances publiques, par exemple, ou est-ce que c'est quelque chose quand même auquel on est attaché? Est-ce que c'est un modèle qu'on va conserver? Alors, moi, je pense que la France a une relation tout à fait particulière à la culture. Et qui n'est pas que budgétaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des grands musées, on a effectivement on a une industrie culturelle en France, que ce soit sur le jeu vidéo, la musique, le cinéma, qui est quand même très forte et qui fait vraiment partie du rayonnement de la France. C'est-à-dire que je pense que l'exception culturelle française, c'est deux choses. C'est la place que la culture a dans la vie de la société et voilà, qui est vraiment considérée, je pense, en France comme un bien commun, d'une part, et d'autre part, c'est un vrai outil de rayonnement. Donc c'est une exception qui est aussi, là encore, très très liée à notre culture et qu'il faut défendre. Après, c'est pas cher, la culture. Non, mais en termes de politique publique, c'est pas une politique publique très très coûteuse. Honnêtement, moi, quand j'étais le musée du Louvre, c'était pour ça un exemple, immense exemple. Je ne sais pas exactement quel est le niveau de la subvention de fonctionnement du musée du Louvre aujourd'hui, mais c'est 100 millions d'euros, si vous voulez. C'est 10 millions de visiteurs. C'est une marque, le Louvre, qui est mondialement connue. C'est un tableau iconique, la Joconde, qui est mondialement connu. Moi, j'étais au musée du Louvre au moment où on a ouvert le Louvre-Lens dans le bassin minier, mais également le Louvre à Abu Dhabi. Le Louvre à Abu Dhabi, c'est quand même un accord entre la France et les Émirats arabes unis à 1 milliard d'euros pour pouvoir utiliser le nom du Louvre, les prêts et mettre à disposition l'ensemble de l'expertise des musées français pour ouvrir un musée à Abu Dhabi. C'est quand même quelque chose qu'il faut valoriser. Donc il ne faut pas faut pas rougir de ça, d'avoir des belles collections nationales grâce à toute notre histoire. Et puis le Louvre-Lens illustre aussi la volonté de mettre la culture de très haut niveau. Moi, parfois, je dis que c'est un des projets sur lesquels je travaillais, qui est probablement un des projets les plus importants d'avoir travaillé sur le Louvre-Lens. Mais après, j'ai fait plein de choses importantes, mais c'était vraiment quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment commencé à travailler sur ce projet. Il y avait un terrain vague. Et puis la vision de deux hommes, qui étaient Daniel Percheron, le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, et Henri Loiret, le président du Louvre, qui se sont dit on va implanter un musée là, au fin fond du bassin minier. Vous connaissez d'ailleurs cette région qui est quand même marquée par tout un tas de difficultés sociales, économiques, politiques. Et Daniel Percheron avait toujours ce discours pour dire que que le bassin minier avait beaucoup donné à la France. Pendant toute la première partie du XXe siècle, et que c'était le juste retour finalement de la France au bassin minier qu'on y implante les collections nationales. Et non, c'est un très très beau projet, je vous incite vraiment à y aller, c'est un musée magnifique, c'est faire le Louvre sur une page blanche, et c'est un très bel endroit. Beau projet et beau symbole. Alors Catherine Suhr, passons à la dernière partie de cet entretien. On a parlé des défis auxquels était confrontée l'administration, de transition numérique, transition écologique. On vient de parler de territorialisation de l'action publique et des politiques publiques, puisque d'une certaine manière, le Louvre dans les territoires, c'est un exemple magnifique. Mais ces défis sont immenses. Ils demandent d'être particulièrement créatifs, mobilisés, engagés. Comment on fait faire des choses extraordinaires à ces gens ordinaires que nous sommes, des fonctionnaires? Moi, je pense qu'il faut donner du sens. Il faut vraiment commencer par donner un sens parce qu'on fait. Moi, toutes les institutions dans lesquelles j'ai travaillé
j'ai vraiment essayé toujours de m'appuyer là-dessus. Je vous parlais du Louvre à l'instant, on parlait de Radio France, ou à Radio France, effectivement, on se posait sans cesse la question d'aller chercher des nouveaux auditeurs, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait du podcast natif. C'est qu'on s'est dit, y a les gens qui ont leur poste de radio dans leur salle de bain, et en fait, il y a tout un tas de gens dont vous êtes les dignes représentants qui ont en fait un téléphone dans leur poche, et ces gens-là aussi, il faut qu'on les touche. Donc voilà, il faut... Je pense que faire des choses extraordinaires, c'est d'abord et avant tout se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Alors évidemment, j'aurais vraiment pas l'immodestie de répondre à cette question pour l'ensemble du champ des politiques publiques. Moi, je m'en tiendrai à mon rôle d'inspection générale des finances. Mais effectivement, moi, ce que je dis à l'ensemble des équipes de l'inspection générale des finances, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, pour les politiques publiques, d'avoir effectivement des gens qui, comme nous, comprennent, décortiquent, éclairent, proposent. Et on vit dans un monde de plus en plus compliqué. Les politiques publiques sont pas simples. On est vraiment là pour éclairer la décision. Donc, comment on fait faire des choses extraordinaires en donnant une direction, en motivant les gens, en les valorisant, ce qui est quelque chose qui est pas quelque chose que fait beaucoup l'administration et moi qui me désole. Je crois d'ailleurs que quand j'étais venue rencontrer votre promotion, j'avais essayé de vous dire ça sur la gestion publique. On m'avait fait intervenir dans le parcours sur la gestion et la finance publique et finalement la gestion publique c'est bien sûr un budget, maîtriser des règles de finances publiques, etc. Mais c'est aussi gérer des équipes et c'est aussi leur faire des feedbacks et leurs feedbacks positifs. Moi, j'en suis parfois malade sur le système éducatif, par exemple, pour prendre une politique publique qui parle à l'ensemble d'entre nous, à quel point on est critique, on dit la France en baisse dans le PISA, etc., etc. Il y a probablement tout un tas de choses qui sont vraies, je ne veux absolument pas casser les thermomètres, etc., mais quand même, il faut se rendre compte pendant les années 2020-2021 à quel point il y a un ensemble d'enseignants qui ont accueilli des élèves en primaire tous les jours, etc., etc. Donc il y a plein de choses positives sur lesquelles on n'a jamais ce discours de la reconnaissance des agents publics qui sont quand même super dévoués, qui sont quand même mus par l'intérêt général. Et ça, je trouve, pour répondre vraiment à votre question sur comment on fait faire des choses extraordinaires des gens ordinaires, c'est en leur expliquant où on va, en essayant effectivement de donner un cap, et puis en faisant des feedbacks et en valorisant quand même le travail qui est fait. Moi, j'ai essayé tout au long de cet entretien de valoriser les rapports en disant ça c'est... Non mais vraiment, mais j'y crois très sincèrement, c'est-à-dire que quand vous passez 6 mois de votre vie à écrire un rapport, ou 3 mois plus exactement, 6 mois, j'espère qu'ils ne vont pas écouter, c'est 3 mois. Non mais, et qu'après on vous dit rien. Mais ça s'apprend, ça? Est-ce que ça s'apprend, au fond? Comment dire, de faire des feedbacks? Ouais, d'être un manager. Vous savez, on parle beaucoup de soft skills. Ouais. C'est ce dont manquerait la plupart des managers. Du coup, on utilise beaucoup de mots anglo-saxons, ce qui est un peu étrange. Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de travaux qui sont... Non, ça c'est vrai que moi, je l'ai jamais appris. Moi, j'avais l'envie de le faire, ça c'est vrai. Moi, j'avais vraiment envie de manager. J'avais envie de diriger des équipes et donc, effectivement, moi, j'ai jamais appris à recruter, j'ai jamais appris à faire un entretien d'évaluation, j'ai jamais appris à diriger une réunion. Après, j'ai eu beaucoup de super managers. Que ce soit Henri Leroy dont j'ai parlé, Louis Dreyfus au Monde, Jean Lucas à Radio France, Martin Hirsch à la PHP. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de grands patrons, donc j'ai appris comme ça par mimétisme. J'ai peut-être aussi appris l'absence de feedback aussi comme ça. Donc je me suis dit, bon, je ne sais pas si ça s'apprend les soft skills, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on n'y prête probablement pas assez attention quand même. On est toujours tout dans l'académisme pour que les gens aient des bonnes notes sur des sujets. J'en suis un des exemples assez symptomatiques, j'en ai conscience. Mais c'est tout aussi important de travailler en équipe, de valoriser ses collaborateurs. Et ce qui peut faire sourire, c'est qu'on a la prétention d'apprendre les soft skills parfois de manière un peu académique. C'est vrai. Alors, mais moi, je suis intervenue récemment au Forum de l'emploi public à l'École Polytechnique, avec Émilie Piette d'ailleurs, qui est ma promo de l'IX. Et c'était étonnant parce qu'en travaillant, en préparant toutes les deux, on se rendait compte qu'à l'École Polytechnique, c'est quelque chose qui est quand même institutionnalisé, assez...
depuis très longtemps, qui est à la fois la formation académique et à la fois une formation qui s'appelle d'ailleurs la formation humaine et militaire. Ça veut tout dire. Non, mais dans lequel il y avait le service militaire, et qui demeure aussi, un certain nombre de conférences, la nécessité de faire un stage ouvrier, des cours d'humanité sciences sociales, le fait que les élèves s'investissent dans différents clubs sur tel ou tel sujet, que quand on organise le point gamin, tout le monde est obligé de participer, tout le monde. C'est même pas une option. Et voilà, et je ne sais pas comment fonctionne l'INSP, mais je pense que dans la vie des écoles, il y a ce qu'on y apprend d'un point de vue académique et ce qu'on y apprend aussi. Enfin là, ce que vous faites en lançant un podcast, c'est formidable. Enfin, je pense que chacun des élèves de l'INSP devrait, compte tenu de ce qu'est cette école, de ce qu'elle représente, de la chance que vous avez de pouvoir y étudier, chacun d'entre vous devrait aussi participer à la vie de l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand même quand on est étudiant, je pense. Et qui, pour le coup, moi, après, je le dis très sincèrement, quand je recrute, moi, je regarde toujours ce que font les candidats, indépendamment. Surtout à mon niveau, moi, je recrute que des gens qui ont des super parcours, des super écoles, des super postes, etc. Donc après, le fait d'avoir créé un podcast, été bénévole dans telle association, être passionné de cinéma, enfin, ou que sais-je, d'avoir fait du sport, de l'encadrement, enfin... C'est quelque chose d'important, oui, ça c'est sûr. Donc peut-être que ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend peut-être en faisant. Oui. Et d'ailleurs, une de nos volontés en lançant ce podcast, c'était aussi d'essayer de recréer ou de participer à recréer l'attractivité de la fonction publique, parce qu'on est persuadé que chez les jeunes, il y a de plus en plus une volonté de participer aux grandes transitions, notamment écologiques, que c'est un vrai atout pour l'administration de travailler sur ces sujets. Et de votre point de vue, comment on valorise ces missions qui sont celles de l'administration, de l'État, et comment on donne envie aux jeunes encore de rejoindre la fonction publique? Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Et d'ailleurs, quand vous m'avez écrit pour me solliciter, je crois que dans le courrier, il y avait ce sujet de l'attractivité. Moi, je pense qu'il faut effectivement que les métiers de la fonction publique, du service public soient attractifs. C'est un enjeu essentiel, majeur. Moi, je travaille beaucoup au niveau de l'IGF sur la marque employeur, la promesse employeur. Je pense qu'il y a eu ce slogan magnifique qui a été créé, qui était # choisir le service public, pour essayer de mettre en valeur tous les métiers du service public. Je pense que pendant longtemps, on n'a pas trop osé justement dans ces démarches de soft skills, de promesse employeur, etc. Je pense qu'il faut y aller. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où, en plus, les métiers sont passionnants, il y a plein de choses à faire. Et je pense que travailler sur sa marque employeur et sur son attractivité, que vous soyez l'éducation nationale, le CNRS, je parle de tel opérateur de transport, c'est toujours important, parce que quand vous travaillez sur votre promesse, ça rétroagit aussi sur vos équipes. Donc, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, vous cherchez à attirer des talents, et de l'autre, tous vos collaborateurs sont quand même fiers de se dire, il y a une campagne de pub ou une communication spécifique sur l'intérêt de travailler à tel et tel endroit. Donc c'est essentiel, oui. A fortiori, quand les gens disent être en quête de sens dans leur travail. Absolument. Ça demande aussi d'être capable de parler à tout le monde, peut-être à un vivier plus large que celui auquel l'État est habitué. Mais qui est un des enjeux, honnêtement, sur la réforme de la haute fonction représentativité. Je pense qu'il faut se dire les choses aussi. Sur la réforme de la haute fonction publique, c'était la critique qu'on faisait aux fonctionnaires, d'être vraiment une petite élite dans un coin, représentative, etc. Donc l'enjeu de l'attractivité de la haute fonction publique et de la fonction publique en général, c'est aussi l'enjeu d'aller chercher des profils plus divers. Et d'ailleurs, moi, c'est un sujet sur lequel j'aimerais vraiment aussi beaucoup travailler, parce que c'est pour moi, un des loupés un peu de la réforme, c'est de la promotion interne, les différents tours extérieurs, etc. C'est-à-dire que nous, à l'inspection générale, et d'ailleurs, comme à l'INSP, il y avait des élèves internes, des élèves externes. Dans plein d'endroits, c'était le cas au Quai d'Orsay, c'était le cas à l'inspection générale des finances. On avait des enjeux de promotion interne, et on n'a pas du coup pas encore en tout cas, travailler sur des viviers et la façon dont on va faire de la promo interne et de la façon dont on va revoir la possibilité pour certains agents de catégorie A de devenir A+, qui est à mon avis essentiel, majeur. Mais c'est pas directement dans vos fonctions et dans vos missions, même si ça l'est, mais toute la question de la diversité des profils, mais aussi de la féminisation des postes à responsabilité, notamment, ça, on l'a bien en tête ici.
Et on voulait savoir comment, en fait, on arrive à créer ces parcours. Pour moi, c'est un enjeu majeur pour l'Inspection générale des finances. C'est-à-dire que, comme pour l'ensemble, je pense, des employeurs publics, c'est un enjeu majeur, j'espère, pour le Conseil d'État, pour la Cour des comptes, etc. C'est-à-dire que si on a fait tout ça et qu'après on recrute les mêmes personnes, alors franchement, c'est loose-loose. Enfin, donc, si on a fait tout ça, c'est pour aller chercher des profils différents. Ça, c'est sûr. Après... le chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que moi, la tentation, effectivement, de recruter des personnes qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait des bons parcours, etc., elle est quand même assez grande. Donc, il faut vraiment essayer. Et nous, c'est pour ça que dans notre processus de recrutement, on essaie quand même d'avoir un entretien de mise en situation, d'avoir un entretien de motivation RH, enfin, d'avoir différents prismes. Et finalement, moi, quand je fais des jurys, quand je recrute des gens, en général, toute personne qui rentre à l'Inspection générale des finances, qu'elle soit data scientist, inspecteur, même stagiaire, je crois, rencontre au moins 6 personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les regards croisés et qui permet après de se dire, mais finalement, cette personne-là auquel on n'avait pas pensé, est-ce qu'on prendrait, enfin, on n'essaierait pas de la recruter, de lui donner une chance, etc. Donc, parfois, ça donne des choses merveilleuses. Et puis après, il y a une question, pas un problème, une question qui est celui de la féminisation. Qui est un vrai sujet. Moi, j'ai créé même le réseau de femmes Women at IGF. On a fait un premier événement où j'ai réuni les 101 inspectrices des finances de l'histoire. Elles sont toutes vivantes, en fait. Hein. Moi, je dirige un service. La première inspectrice des finances, elle est nommée en 1976 par Giscard. Oui. Donc, pendant longtemps, il n'y avait pas d'hommes à l'Inspection générale des finances, alors même qu'il y avait des femmes à l'ENA, qu'on pouvait sortir. Enfin, voilà. La première qui sort à l'Inspection générale des finances, c'est Frédéric Bredin. Donc bref, donc j'ai du boulot. Et donc pour ça, il faut incarner, il faut donner envie. Donc moi, quand j'ai créé le réseau des inspectrices des finances, j'ai à la fois réuni les inspectrices des finances et j'ai aussi proposé à des prospects, à des jeunes femmes, de venir à cet événement pour essayer de comprendre ce que c'était ce métier. Et puis, il faut mettre en avant des choses qu'on n'osait vraiment pas du tout faire dans la promesse employeur. C'est tout un tas de choses sur la conciliation de la vie privée et vie professionnelle, sur la qualité de vie, sur le fait que non, c'est pas un métier de gens ultra compétitifs qui deviennent banquiers d'affaires. Hein. C'est pas vrai du tout. Enfin, d'ailleurs, j'espère que je peux incarner aussi ce type de parcours. Donc, il y a une question d'incarnation, il y a une question effectivement d'aller chercher travailler des viviers. Et ça, pour la diversité, c'est essentiel pour les femmes, pour la diversité. C'est vraiment aller chercher. Moi, chaque appel à candidature, j'essaie vraiment toujours d'aller chercher une cible de plus. Mais c'est un travail de longue haleine. J'espère qu'on va y arriver. Vous avez atteint la parité à l'IGF, dans les effectifs de l'IGF? Aujourd'hui, dans l'effectif junior, dans ce qu'on appelle la tournée, qui réunit les inspectrices et inspecteurs des finances et data scientists, il y a 40% de femmes. Okay. Voilà. Dans l'effectif des inspecteurs généraux, c'est un peu moins favorable. Peut-être à 15% de femmes. Mais ça s'explique par la tardivité de la première nomination. Exactement. Mais aujourd'hui, on a 40% et j'espère qu'on arrivera à 50-50. Je suis assez confiante. D'accord. Sous votre mandat? Là, les recrutements que j'ai fait quasiment des recrutements paritaires, oui. En plus, j'ai un turnover de 35%, donc ça va vite. Pardon. Écoutez, merci beaucoup, Catherine Sueur. Merci. Merci, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Et comme pour chaque numéro, notre dernière séquence est consacrée à une ou un élève et à son parcours. Elle vise à mettre en lumière la diversité des profils qui deviendront les futurs cadres de l'État. Chaque année, les promotions de l'INSP accueillent des élèves qui viennent de finir leurs études, d'autres qui ont une expérience professionnelle dans le privé ou dans le public. Certains viennent d'autres pays, et c'est sur cette diversité que repose une partie de la richesse de la scolarité. Depuis les locaux de l'INSP, où on accueille Aurélie pour la rubrique Parcours, issu du concours interne, nous avons considéré qu'il était hautement intéressant de mettre en lumière son expérience exceptionnelle. Salut Aurélie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours ? Bonjour, j'ai commencé par faire des études d'histoire à l'École nationale des chartes. Donc c'est une école qui destine à devenir conservateur d'archives ou de bibliothèques. Donc j'ai fait cette école, j'ai soutenu ma thèse d'archiviste paléographe et à l'issue de l'école, j'avais envie de faire autre chose, quelque chose de plus concret. Je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Donc là, j'ai fait le master Affaires publiques à Sciences Po Paris. Qui m'a vraiment convaincue de faire quelque chose de très concret.
et pas de, par exemple, passer le concours de l'ENA à ce moment-là. Et j'ai décidé de passer le concours d'officier de gendarmerie, donc ce qu'on appelle le concours universitaire qui est accessible une fois qu'on a un master et c'est sur concours. J'ai intégré donc l'EOGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Donc c'est 2 ans d'école, donc une première année, on va dire, qui est un peu l'équivalent de faire ses classes, donc plutôt militaire, et puis la deuxième année où c'est les spécialités gendarmerie. Et à l'issue de cette école, j'ai décidé de rentrer dans la spécialité maintien de l'ordre. Et donc j'ai pris un poste de commandant de peloton d'intervention dans un escadron blindé à Versailles-Satory. Donc ça, c'était mon premier poste. J'ai fait 4 ans comme commandant de peloton d'intervention. J'ai pu faire beaucoup de missions très variées, notamment une opération extérieure en Centrafrique en 2014. J'ai aussi fait un déplacement en Nouvelle-Calédonie. J'ai été envoyée en stage en Roumanie, par exemple. Ensuite, j'ai postulé pour l'étranger. Et là, j'ai été officier assistant de l'attaché de sécurité intérieure à Rome, à l'ambassade de France à Rome, qui était, pour le service sécurité intérieure, aussi compétent pour Malte. Donc là, c'était la coopération bilatérale de sécurité. Et puis ensuite, j'ai eu un poste on va dire en état-major à la direction générale de la gendarmerie nationale, au bureau des relations extérieures militaires. Donc là, c'était les questions liées à l'OTAN et la force de gendarmerie européenne. Et à l'issue de ces 3 postes, j'avais envie d'un petit peu changer. Et là, j'ai décidé de passer le concours interne de l'INSP. Donc, j'ai fait une année de préparation à l'IGPDE, un institut qui prépare les fonctionnaires à passer le concours interne. Et puis là, j'ai intégré l'INSP. J'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur l'expérience gendarmerie et l'expérience en Centrafrique. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme qui commande un escadron de gendarmerie en mission en Centrafrique ? Je commandais un peloton, pas un escadron, c'est plus gros. Un escadron. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour moi, c'était la découverte déjà, parce que j'avais jamais fait de, on va dire, déplacement longue durée, puisqu'en fait, quand je suis partie en Centrafrique, c'était en 2014, j'ai pris mon poste en août 2013. Donc, en fait, c'était la première année, j'avais même pas eu le temps de faire un premier déplacement outre-mer avec mon unité, et en plus, c'était pas mon unité, puisque j'étais envoyée comme lieutenant en détachement auprès d'un autre escadron de Versailles-Satory qui est parti en Centrafrique. Donc c'était tout nouveau, à la fois le contexte, la mission et les hommes que je commandais. Ils étaient combien ? Pour mon peloton, c'était à peu près une petite vingtaine. Ouais. Donc déjà, voilà, c'était quand même un triple défi. Ensuite, qu'est-ce que c'est pour être une femme ? C'est aussi un défi personnel, parce que c'est toujours assez compliqué, surtout dans un métier qui est très masculin. Et à l'époque, il n'y avait que le corps des officiers qui était féminisé en gendarmerie mobile. Le corps des sous-officiers ne l'était pas encore. Ça, c'est arrivé la dernière année de mon commandement en gendarmerie mobile. C'est assez compliqué des fois parce qu'on se met des exigences qui sont assez élevées. On a toujours peur, en fait, de pas forcément être prise au sérieux, ou en tout cas, surtout dans un environnement en OPEX qui est assez difficile et où c'est assez dur, en fait. Enfin, les conditions physiques sont dures. T'as une illustration ? Une illustration. Alors déjà, en fait, vous patrouillez. En tout cas, ma mission, c'était donc mission de sécurité générale et désarmement de la population. Donc, vous patrouillez. Donc, on a ce qu'on appelle les patrouilles à pied et puis les patrouilles véhiculées. Mais bon, quand vous êtes gendarme, le but, c'est quand même de faire des patrouilles à pied parce que le but, c'est de discuter avec la population. Et donc, il faut imaginer, contexte sécuritaire dégradé. Donc, vous portez le gilet lourd, vous avez un double armement, donc le pistolet et puis le FAMAS. Vous avez les chargeurs, ça pèse lourd. Vous avez aussi la trousse pharmacie, vous avez le garrot. Enfin, vous avez beaucoup d'équipements. Donc, vous marchez, il fait très chaud. C'est lourd. C'est quoi le poids, à peu près ? Le poids, je me souviens plus, mais je me souviens que quand vous vous accroupissez, vous avez quand même du mal à vous relever. Donc, c'est quand même très lourd. Et je me souviens, un détail qui, moi, m'a énormément marqué personnellement dans ma façon de commander aussi, c'est donc le fait donc on fait des patrouilles à pied qui étaient relativement longues. Et moi, au début, j'attendais que mes hommes me demandent de faire une pause. Parce que je me disais, si c'est moi qui dis bon bah là on va faire une pause, ils vont penser que j'ai pas la niaque, j'ai pas suffisamment la caisse comme on dirait pour tenir, et donc du coup je fais exprès de faire des pauses. Et donc j'avais le souci de me dire il faut quand même qu'ils me prennent au sérieux, et l'inconvénient, le problème, c'était que eux à l'inverse c'était exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire se disaient bon on est quand même commandé par une femme, on va pas lui demander de faire une pause parce que sinon elle va penser qu'on est des mauviettes, ce qui fait qu'en fait
fait, personne ne demandait à faire une pause. Et puis, un jour, j'ai eu mon radio qui a fait un coup de chaleur, ce qui peut être très grave, parce que vous pouvez... Le radio, c'est... L'opérateur radio, celui qui est l'opérateur radio dans la patrouille. Et puis, du coup, on a dû appeler ce qu'on appelle la QRF médicale, le rapatrier d'urgence pour le soigner. Il s'en est tiré, mais du coup, c'était devenu après une blague entre nous et pour faire les pauses. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait, je me suis fixé des règles qui étaient un peu idiotes, en fait, et c'était uniquement parce que j'avais peur de ne pas être prise au sérieux. Donc oui, c'est pas toujours évident quand on est une femme de trouver sa place et d'arriver à adopter le commandement le plus approprié, et on se pose toujours beaucoup de questions. En sortie d'école, en plus, il y a le fait d'être une femme qui commande que des hommes. Il y avait exclusivement des hommes dans ton peloton. Il y a aussi le fait qu'on est relativement jeune quand, comme toi, on sort de cette école-là. Oui, alors ça c'est vrai. Alors moi, comme j'avais fait des études avant, j'étais un tout petit peu moins jeune, on va dire, que la moyenne, puisque je devais avoir 26 ou 27 ans, même si je peux peut-être faire très jeune aussi, donc on peut donner moins. Et sur un théâtre d'opération avec des risques, avec des vrais affrontements, etc. En général, vous avez votre adjoint ou deux gradés qui sont plutôt âgés, et en gendarmerie mobile, la population est relativement jeune, donc vous avez quand même l'avantage, entre guillemets, de commander des gens qui sont en général soit de votre âge, soit un peu plus jeunes, donc c'est un petit peu moins marqué. Mais je dirais que l'autre point qui pour moi était aussi compliqué, c'est que vous êtes gendarme, vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de gendarme à part vous, et vous êtes en gros avec les unités d'armée de terre, et au début on patrouillait avec les unités d'armée de terre qui sur place n'avaient pas l'habitude, en tout cas sur le théâtre en Centrafrique, de voir des gendarmes autres que la prévôté. Donc la prévôté, c'est la police aux armées, donc c'est une mission très particulière. Qui n'est pas c'est pas qu'elle n'est pas appréciée, mais c'est quand il se passe un certain nombre de problèmes, qu'il y a des enquêtes à faire, c'est la prévôté qui les fait sur les militaires, et donc là au début on pouvait aussi souffrir de cette image, puisqu'on était associé à la prévôté, alors qu'en fait on était, on va dire, troupe de manœuvre comme les sections d'infanterie classiques. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as acquises à l'école des Chartes que tu as pu réutiliser en Centrafrique, ou plus largement d'ailleurs dans ton métier de gendarme ? Le lien n'est pas évident quand on regarde ça de l'exemple. Le lien n'est pas évident, je dirais que le lien, c'est la continuité de l'État, puisque les archives, c'est quand même la continuité de l'État. Non, de manière plus générale, je dirais que l'école des Chartes, c'est ce qui fonde, ce sont les études qui m'ont fondé, ça sous-tend, on va dire, toute ma formation intellectuelle, l'école des Chartes. Et le principe, je dirais que le premier principe, c'est la rigueur. Parce qu'à l'école des Chartes, c'est l'école des sources historiques, et vous apprenez à vraiment être rigoureux dans les raisonnements que vous tenez, dans les sources que vous allez chercher. Et finalement, si je prends ma thèse d'école des Chartes, donc, que j'ai faite sur un film, donc absolument pas quelque chose en lien avec le Moyen-Âge ou le latin, comme on pourrait avoir l'impression. Si vous voulez, en fait, c'est une enquête pour moi. Si on veut faire un lien, le lien le plus évident pour moi, c'est l'enquête. Quand vous faites de la police judiciaire, la rigueur du raisonnement que vous avez, c'est exactement la même que vous avez en recherche en histoire, en fait. Même si, certes, je n'ai pas fait la spécialité police judiciaire, mais je veux dire, le lien pour moi qui est le plus évident, si on veut faire une continuité, c'est celui de l'enquête. J'imagine que ça t'a été utile aussi pour passer le concours interne de l'ENA, depuis INSP. Oui, parce qu'après, il y a des fondamentaux qui restent. Comme je disais, la rigueur de raisonnement, on va la retrouver en droit, on va la retrouver dans d'autres matières. Évidemment, la dissertation de culture générale, ça reste un point fort quand on a fait ce type d'études. Mais oui, c'est un enseignement qui reste, je pense, pour toute la vie. Donc après ton premier poste en gendarmerie, tu en as eu plusieurs, tu nous as dit que tu étais allé à Rome. Qu'est-ce qui, après les différents postes que tu as occupés, t'a poussé à aller vers l'INSP ? Alors je pense, d'une part, ce que j'étais venue chercher en gendarmerie, je l'avais trouvé. Et donc j'avais envie de passer un peu à autre chose.
d'être un peu plus dans la conception des politiques publiques, et puis peut-être aussi de sortir du périmètre strict, on va dire sécurité intérieure, et puis gendarmerie à l'intérieur de la sécurité intérieure. Et depuis, donc, tu as été admise à l'INSP, tu as commencé la scolarité depuis plus d'1 an maintenant, et ton premier stage international s'est déroulé, je crois, dans la représentation permanente de la France aux Nations Unies à New York, où tu étais donc au déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça. Tu peux nous parler de cette expérience ? Le stage dans son ensemble, c'était un stage extrêmement intéressant, très intense, effectivement, en particulier parce que le déclenchement de la guerre en Ukraine à ce moment-là. Moi, ce qui m'a frappée, c'est la mobilisation de toute une ambassade, enfin, d'une représentation permanente au service, notamment, puisque c'était une des missions au moment de cette guerre, pour recueillir le nombre de votes à chaque fois qu'il y a eu un vote sur l'Ukraine aux Nations Unies. Et c'est assez impressionnant, puisqu'en fait, il faut que absolument tout le personnel de la représentation aille voir tous les représentants étrangers. Donc, il y a à New York, il y a tous les représentants de tous les États. Et moi, à ce moment-là, une de mes tâches, c'était de tenir à jour le tableau avec les retours, en fait, de toutes les personnes qui disaient tel pays c'est oui, c'est pas encore oui, ou ils sont en attente de la réponse de leur centrale, etc. Lors des votes des résolutions. Lors des votes des résolutions, ouais. Tout à fait. Enfin, un des rôles que j'ai eu. Et puis ensuite, après, par exemple à l'Assemblée Générale, de participer à ceux qui suivent les différents débats, les votes, mais avant, il y a les expressions des différents États, et donc d'absolument suivre tous les discours, noter les points importants, les inflexions. Peut-être pour rendre compte de la mobilisation à ce moment-là, donc c'est le 24 février que ce que Vladimir Poutine a appelé une opération spéciale est déclenchée. Là, il y a vraiment une accélération du travail, c'est-à-dire que j'imagine que le rythme change complètement. Alors oui, le rythme change, il y a beaucoup plus de réunions et ça implique, il y a aussi beaucoup plus de réunions de coordination avec l'Union européenne. En plus, à ce moment-là, la France était en situation, il me semble, de présidence, si je ne me trompe pas, donc avec un rôle particulier. Et puis la réaffectation des portefeuilles, aussi au sein de la représentation permanente. Le conseiller qui est en charge de l'Ukraine, il est déchargé de certains dossiers, et du coup d'autres personnes prennent ces dossiers. Et toi, tu bosses tard? Oui. Oui. Mais la après, nuit. Alors ça dépend. Ça, effectivement, on a beaucoup de missions. Et puis aussi, ça dépend des types de négociations. Et pas forcément liées à la situation en Ukraine. Par exemple, je pense à la CSW, donc la Commission sur la condition de la femme. C'est typiquement une commission où les négociations se poursuivent très tard dans la nuit, voire tôt le matin. Effectivement, c'est une expérience qui est très intéressante aussi, puisqu'on négocie pas du tout de la même manière quand on a 6 heures dans la journée qui sont planifiées, ou si on sait qu'on va négocier toute la nuit, et puis les gens ne réagissent pas non plus de la même façon en début de négociation ou au bout de 6 heures de négociation au petit matin. Donc c'est aussi intéressant de voir les comportements. Pour ouvrir un autre champ de conversation, est-ce que tu aurais un message pour les femmes qui envisagent de passer les concours, pas forcément d'ailleurs le concours de l'INSP, mais éventuellement aussi le concours de gendarmerie ou des concours plutôt type sécurité, et où je crois il y a subsiste toujours une certaine forme d'autocensure? Alors, le premier message que j'aimerais faire passer, c'est de dire, si vous avez envie de tenter, tentez-le. Même si on vous dit que vous n'êtes pas faite pour ça, même si on vous dit qu'on ne vous voit pas forcément dans cet environnement-là. Moi, j'avais l'inconvénient pendant très longtemps de vraiment pas être douée, c'est un terme, mais de vraiment pas être à l'aise à l'oral. Ça s'entend pas.
ça s'entend plus trop. Et d'ailleurs, la gendarmerie m'a fait beaucoup de bien, hein, je veux le dire, sur ce plan-là. Je me souviens, moi, quand j'ai préparé le concours d'officier de gendarmerie, alors à ce moment-là, j'étais à Sciences Po Paris, on m'avait dit clairement, ne faites pas ça, on ne voit pas du tout en situation de commandement, etc. Donc je me souviens encore, c'était des hommes qui m'avaient dit ça. Après, j'étais préparée par un ancien officier de gendarmerie qui était devenu prof et qui m'avait dit mais pas du tout, c'est complètement idiot, c'est juste différent. Et en fait, je pense qu'il faut arriver à... Alors, c'est très difficile quand on ne connaît pas le métier en plus, donc c'est difficile d'arriver à se projeter, mais il faut arriver à se dire que si à un moment on a envie de tenter, qu'on pense que cela va nous apporter quelque chose, et donc d'une certaine manière on a notre propre légitimité à se projeter dans ce métier-là, c'est qu'on va avoir les ressources à un moment pour commander et pour s'affirmer, et surtout il n'y a pas un seul modèle d'affirmation, il n'y a pas un seul modèle de commandement, et moi en tant que femme ça j'y tiens beaucoup parce que effectivement notamment gendarmerie mobile, à certains moments on a pu me reprocher de ne pas me comporter comme on va dire un jeune lieutenant masculin de 25 ans, et pourtant ça s'est toujours très bien passé, y compris dans des contextes très compliqués, en situation de sécurité assez dégradée, et je pense qu'il y a vraiment plusieurs façons de commander. Et il ne s'agit pas de dire qu'il y a des façons masculines et féminines de commander, mais en tout cas, il n'y a pas un seul modèle de commandement. Et ça, c'est important pour pouvoir se projeter dans un certain nombre de concours. Aurélie, merci de t'être prêtée au jeu de cet entretien parcours. Merci à vous. Et puis j'espère que ce type de témoignage peut aider un certain nombre de personnes à pousser les portes de ce type de concours. Moi, ce que je peux dire quand même, c'est qu'on s'est rencontrés quand on préparait les oraux de l'INSP. Je me souviens d'une séance de préparation du grand oral où on est avec Baptiste et on t'écoute passer, où tu décris tes expériences en Centrafrique, tes différentes expériences. Je peux te dire qu'on est sortis avec les jambes un peu flageolantes en se disant qu'on avait quelques cartouches en moins pour séduire le jury.